Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, il fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut Jérém, comment ça va? Écoute, ça va. Aujourd'hui, on va parler un peu du PSG et on va pas trahir un gros secret. On est quelques heures après le match retour huitième de finale entre le PSG et la Sociedad. Donc, je pense qu'en tant que supporter parisien, t'as plutôt un sourire aujourd'hui, non? J'ai même sorti la chemise pour fêter ça. Bon, voilà. Ok. Donc aujourd'hui, pas d'avis tranché. On va s'arrêter un peu plus sur le cas de Luis Enrique qui fait beaucoup débat ces dernières semaines. Donc on va s'arrêter un peu sur son management et on va avoir une petite discussion ensemble sur vraiment est-ce qu'il a raison d'agir comme il le fait depuis le début de saison dans son management et dans sa façon de faire, et est-ce que ça peut profiter au PSG? Et puis on peut terminer, si tu veux, le débat sur quelles pourront être les ambitions du PSG dans cette fin de Ligue des Champions. Ça te va, mon copain? Avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Bon, alors si je te pose la question directement sur les objectifs qui lui étaient fixés à Luis Enrique, est-ce que on lui demandait véritablement de changer des choses dans le management? Je pose la question un peu en naïf, mais je te pose la question aussi en tant que supporter. Quand t'entends que Luis Enrique arrive, est-ce que tu t'attends à ce qu'il change tout dans le management ou au contraire que ça soit fait un peu moyennement? Disons qu'il faut voir dans quelles conditions il arrive déjà. Il arrive, il y a départ de Léo Messi, départ de Neymar, départ de Verratti, qui sont quand même des personnalités importantes du vestiaire ces dernières saisons, surtout Marco Verratti avec la longévité, Neymar aussi. Et donc, il arrive aussi avec un renouvellement d'effectifs très important. Maintenant, je me pose la question de savoir à quel point il a été consulté et il a validé le mercato de Luis Campos, étant donné que il a avancé beaucoup d'arguments et beaucoup d'éloges, par exemple, sur un joueur comme Bradley Barcola. Mm-hmm. Il est très content d'avoir dans son effectif et il le fait jouer. Est-ce qu'il désirait réellement des Gonzalo Ramos et des Randal Colomoni? J'en suis moins certain. Maintenant, effectivement, si tu prends l'historique des coachs du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de QSI, si tu enlèves Carlo Ancelotti, qui avait une immense expérience européenne, qui avait déjà gagné la Ligue des Champions et qui venait avec un aura extraordinaire et une personnalité, on disait que c'était un excellent manager et que c'était une personne qui savait tenir un vestiaire. Et quel vestiaire? Ibrahimovic, Thiago Silva, etc. On connaît les noms. Luis Enrique, c'est peut-être celui qui arrive avec le plus d'expérience dans ses valises. Ligue des Champions avec le FC Barcelone, gestion de Neymar, Suarez, Messi, Rakitic, Iniesta, Xavi, etc., etc. Donc, ce coach-là, moi, j'ai tendance à lui accorder ma confiance lorsqu'il arrive, évidemment. C'est ça. Donc toi, dans ta manière de voir Luis Enrique quand il débarque, tu t'attends à ce que justement ça tranche un petit peu avec les précédents managers de Galtier à Pochettino. Alors Tourelle et Emery, c'est peut-être des cas un peu particuliers, mais vraiment les deux derniers qui étaient Pochettino et Galtier, moi j'ai le souvenir, encore une fois, comme tu as dit, que on va faire confiance à Luis Enrique, quitte à ce que il applique sa méthode. Donc pour moi, dans ce qui était vendu, on va dire, du projet Luis Enrique, il y avait ce côté, il va changer des choses dans le management. On est d'accord ou c'est un mauvais souvenir que j'ai? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et si tu prends un coach comme ça, avec toute la personnalité qu'il a, son histoire sportive, sa gestion de la sélection espagnole, le fait qu'il ait, par exemple, mis de côté Sergio Ramos, comment il a été sur le banc à l'AS Roma, comment il a été sur le banc au FC Barcelone, on sait à qui on a affaire, on connaît le personnage, on sait sa philosophie de jeu, on sait ce qu'il veut. Tu signes un mec, t'es au courant quand même. Tu fais pas la Vierge effarouchée ensuite
de te dire ce mec-là il fait des expérimentations et ce mec-là il gère tel joueur ou tel joueur de telle façon. Non, il est là, il a une responsabilité sportive. Jusqu'à présent, bien qu'il y ait eu des matchs avec des contenus pour moi désastreux, on reste malgré tout, grâce au faible niveau de la Ligue 1, on peut se le dire, mais premier en championnat avec une avance quand même confortable, toujours en lice pour la Coupe de France et toujours en lice maintenant, on en parle, dans la Ligue des Champions. Ça tombe très bien. Depuis la saison 2020-2021, il n'y a pas eu de qualification en quart de finale Ligue des Champions. Donc, jusqu'à présent, le contrat est rempli pour moi. On est bien d'accord. C'est-à-dire que là, je voulais poser la question justement sur ces fameux objectifs qu'on peut essayer un minimum de déterminer là, maintenant, début mars. On voit bien, comme tu l'as rappelé, premier en Ligue 1 et vraiment, il y a une marge assez suffisante, je pense, pour prévenir même un relâchement, une décompression, tout ce que tu veux. Le PSG est pour moi déjà champion de France. La Coupe de France, ça peut être anecdotique, mais ces dernières saisons, le PSG passait à côté. Donc là, ils sont encore présents en quart de finale à domicile contre Nice. On peut quand même penser, au vu de tous ceux qui ont été éliminés, Lens, Monaco, il y en a quand même pas mal qui sont plus là. Donc pour moi, le PSG a de fortes chances de faire le doublé sur la scène nationale. Et on en arrive là forcément à l'objectif qui lui était fixé. Pour moi, même si ça n'avait pas peut-être été chiffré, mais l'idée du quart de finale pour la première saison de Luis Enrique avec l'effectif qu'il avait, pour moi, c'était l'objectif qu'on pouvait lui fixer initialement, en fait. Alors, moi, toujours, tu connais, on a fait le débat ensemble sur le PSG est-il déjà qualifié après le match aller. Je reste quand même quelqu'un de très prudent. On a un matelas en Ligue 1, on n'est pas à l'abri d'une folie. Bon, on n'est pas encore champion tant que on n'est pas officiellement. T'as raison, mais ça sent très bon, on va dire. Voilà. Mais Coupe de France, moi, c'est une compétition auquel je tiens énormément. J'ai mal vécu les éliminations des saisons précédentes, même Marseille, la défaite contre Rennes, voilà, toutes ces défaites. Contre Nice aussi. Et ça, c'était pas des saisons, enfin, tu vois, c'est pas il y a 10 ans. Le Nice de Galtier, effectivement, à l'époque. Donc, non, moi, j'y tiens absolument à cette Coupe de France. Attention, Rennes, même chez nous, c'est compliqué, on l'a vu en championnat. Ça s'est joué à pas grand chose à la fin, le penalty de Gonzalo Ramos, mais je reste quand même assez prudent. Et ensuite, potentiellement, donc, Rennes, au Parc des Princes. Attention aussi, et j'imagine peut-être Lyon en finale. En finale, c'est ce qui semble écrit dans le storytelling. Le storytelling est là. Ça aurait du sens parce que on va dire un quart de finale contre Nice, une demi contre Rennes et une finale contre Lyon, ça valorise quand même un minimum le parcours. C'est pas tu gagnes contre une N3 en quart de finale et ça. Donc ok. Et là où en fait on arrive, pour moi c'est là le creux du débat, c'est-à-dire que les objectifs qui lui étaient fixés, évidemment, on l'a dit, la scène nationale, voilà, de bien figurer et d'être présent. Mais sur la scène internationale, donc européenne, est-ce qu'on mettait véritablement le PSG comme un favori pour la Ligue des Champions en début de saison? Bah non, on est tous d'accord. Et là maintenant qu'on est en quart de finale, moi j'ai la sensation que oui, pour l'instant, le PSG tient ses objectifs. Luis Enrique tient ses objectifs. Alors, il tient ses objectifs parce que déjà il fait mieux que les 2 dernières saisons, élimination en huitième de finale 2 fois de suite. Après, évidemment, à prendre en compte, c'est pas le tirage. Voilà. Le Bayern Munich n'est pas la Real Sociedad, mais le Paris Saint-Germain a aussi le droit de temps en temps d'avoir de la chance au tirage, comme on l'a vu à l'époque, Bayer Leverkusen, Valence, et après ça s'est corsé, donc c'est vraiment que les 2 premières saisons en réalité sous QSI en Ligue des Champions, donc les saisons 2 et 3 de QSI, on a eu des tirages favorables, mais sinon après on se rappelle du Real, du Barça, enfin bon, tout un tas de etc. Donc ça a souvent été compliqué. Maintenant, le Paris Saint-Germain qui fait quart de finale et qui est éliminé contre le FC Porto, je sais pas. Ou le Paris Saint-Germain qui fait quart de finale, qui est éliminé contre l'Atlético de Madrid, mais dans un match un peu bizarre, ou tu vois. Enfin, ça ou le PSV ou Dortmund, parce qu'il y a aussi cette éventualité-là. Oui, je suis d'accord. Ça serait un peu. On est éliminé. Je pense que tous les supporters exprimeront de la déception. Maintenant, tu tires Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City. Tu sors sans être absolument honteux, mais tu fais tes matchs le mieux que tu peux
t'as des occasions, tu montres de l'envie, tu montres que t'as pas baissé les bras dès le début, t'as de la chance au tirage, on sait jamais le match retour au Parc des Princes, bah écoutez, ça serait pas infamant avec l'effectif autant renouvelé que des équipes qui ont un socle aussi carré que le Real Madrid, que Manchester City, bien qu'il y a quelques changements au Bayern Munich, mais quand même les cadres sont toujours les mêmes. Müller, Gnabry, tu vois, ça serait pas infamant que le PSG tombe contre ce type d'équipe-là. C'est pas infamant. Maintenant, en fonction du tirage au sort, évidemment qu'on peut se permettre de rêver d'une demi-finale. Après là, on va aller vraiment vers les cimes, et ça c'est sûr et certain que le niveau, moi, de cette équipe ne me fait pas dire que le Paris Saint-Germain figure parmi les favoris. Bien sûr, parce que ce qui a renvoyé, on va dire, tu l'as dit, il y a eu certains matchs où pour le coup le PSG est un peu pas, et même pas un peu, mais même passé à côté. On en avait parlé le lendemain de Newcastle au match aller, ou d'autres matchs où le PSG était passé. On avait la sensation qu'il était passé à côté. Maintenant, dans l'ensemble, comme encore une fois on le dit, l'objectif sur les différents tableaux est plus ou moins validé. Maintenant, on en arrive évidemment à ce qu'on attendait aussi de Luis Enrique. Alors là, c'est pas forcément dans le management, mais c'est dans le jeu. Évidemment que si on se réfère à l'idée initiale de Luis Enrique, du jeu de Luis Enrique initial, oui, on est peut-être encore loin de la version aboutie de ce qu'on pourrait attendre d'un tel coach. Bien sûr, je pense que là, on va pouvoir se rejoindre. Je pense qu'il a pas les joueurs. Et c'est là où je suis d'accord. C'est ça. Je pense qu'il a pas encore les joueurs qui correspondent. Donc, quand Luis Enrique, avec honnêteté, dit, je commence déjà à préparer la saison prochaine, parce que je sais quelles seront mes bases, je sais ce que je vais améliorer, et je pense qu'on sera encore meilleur la saison prochaine, mais il a raison de le dire. Pourquoi on se choque de ça? Mais je vais dans ton sens. Ah oui. Et pourquoi les gens se choquent aussi? Parce qu'on parle du management, de la sortie de Kylian Mbappé, par exemple, contre Monaco. Ou le fait que maintenant il soit titulaire et les gens vont dire, les journalistes, les éditorialistes sportifs, les polémistes sportifs vont dire, écoute, voilà, finalement, regarde, il s'est couché devant Mbappé, et en Ligue des Champions, il pourra pas le sortir, etc. Mais contre Monaco, sa première mi-temps à Mbappé, elle est pas bonne. Sa première mi-temps, elle est pas bonne. Et si c'est sa sortie contre Monaco, et ensuite la discussion rapportée par Arthur Perrault d'RMC, qui raconte, il y a une discussion à l'entraînement entre les deux hommes, ça s'est bien passé, ils ont fait une sorte de pacte, et qu'il nous livre la prestation qu'il a livrée hier contre la Sociedad. Moi, je trouve que c'est un très bon management, en vérité. Au final, si c'est ça, le management, c'est il utilise l'arme du banc, l'arme de sortir à la mi-temps contre ton club formateur, il y a ta maman aux tribunes, bref, tout ça. Bah écoute, moi, le cinéma qu'a fait Mbappé en sortant, je trouvais ça absolument ridicule. Mais moi, le plus important pour moi en tant que supporter du Paris Saint-Germain, c'est que les derniers mois d'Mbappé au club, il joue bien, il porte l'équipe, et on verra sa façon de jouer et qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe lorsqu'on va croiser les 4 meilleures équipes européennes, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan. On va voir. C'est là, en fait, le mental du mec. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que on sous-estime aussi un tout petit peu, on va dire le sens que peut donner Luis Enrique à ce fameux il faut s'habituer à jouer sans Kylian. Évidemment que ça reste un des meilleurs joueurs du monde, si c'est peut-être pas le meilleur, après ça c'est un autre débat actuellement, et qu'évidemment factuellement se priver de cette arme-là sur le terrain, ça peut s'entendre. Maintenant, de l'autre côté, sans tomber dans la naïveté, je pense qu'on peut aussi entendre le côté, et il faut quand même un minimum que je prépare la saison prochaine dans la configuration actuelle. Évidemment qu'on sait qu'il y aura sûrement du mercato et sûrement des départs et des arrivées, mais quand il va falloir reprendre l'entraînement, au moment où on parle, il n'y en a qu'un seul qui n'est plus là, c'est Kylian Mbappé. Tout le reste, tous les autres joueurs vont être là. Donc quand il va falloir faire les matchs de préparation et les matchs de début de saison, on va pas faire, encore une fois, avec Kylian Mbappé du côté du PSG. Il va falloir jouer avec Barcola, Gonzalo Ramos, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé. Donc les aligner en championnat pour des matchs mineurs,
certes, ça peut être dévalorisant pour les autres équipes de Ligue 1, mais j'ai envie de te dire, à la limite, elles ont qu'à bien travailler. Et dans ces cas-là, Luis Enrique ferait pas ces expérimentations. Mais là, avec le matelas d'avance qu'il a en Ligue 1, qu'il fasse ce type d'expérimentation et que pour les gros matchs, Mbappé soit évidemment présent 90 minutes titulaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, je te rejoins. Pour moi, la gestion, pour l'instant, elle est bonne. Alors, la gestion, elle est bonne et je vais te dire pourquoi aussi. Par exemple, regarde, tu prends un cas assez surprenant d'un jeune Brésilien qui arrive au mercato d'hiver. Tu t'attendais pas du tout à ce qu'il grappe autant de minutes. Ah non. Le mec, aujourd'hui, il est quasiment titulaire. S'il continue sur ces performances-là, peut-être que si Milan Skriniar ne revient pas et Danilo, qui est un bon joueur que je respecte beaucoup, mais qui est pas déjà un central de formation, il a été décalé. Enfin bon, voilà, ça sera plus de sens que Beraldo s'impose. Et en plus, avec le retour de Nuno Mendes, Beraldo peut devenir le numéro 2, le numéro 3 derrière Marquinhos, la charnière Marquinhos-Hernandez. Beraldo, il a tout pour être un numéro 3. Et en plus de ça, dans la façon dont Enrique fait tourner ses équipes et fait sortir même des joueurs à la mi-temps. Hier, il fait rentrer Kang In-lee. Tu t'attendais pas à ça. Ah. Qui s'attendait à ça? Personne. Il le fait. Il concerne son groupe. Est-ce qu'on peut reprocher à un coach de concerner son groupe? Est-ce qu'on peut reprocher à un coach qui arrive après Christophe Galtier, qui n'avait pas la possibilité managériale de sortir Messi, Neymar ou Mbappé? Et le charisme. Alors peut-être qu'il n'avait pas la possibilité managériale parce que le club peut-être lui imposait, bien sûr, mais il n'avait pas le charisme qu'a un Luis Enrique qui, on l'a vu et tu l'as déjà rappelé, du côté de la Roma, il a mis Totti sur le banc, du côté du Barça, il a mis Messi sur le banc. Évidemment, ça n'a pas été que des bonnes réussites, mais c'est un coach qui déjà a pu le montrer, il est capable de faire de prendre des choix forts. Donc encore une fois, est-ce que vraiment on débarque quand on voit que Luis Enrique agit comme ça dans sa manière de fonctionner dans son groupe? Encore une fois, toi comme moi, on suit le foot depuis des années. Moi, je suis pas surpris en fait de voir cette gestion-là. Je suis pas surpris. Deux, je trouve que la campagne qui est menée contre lui est malsaine. Je trouve que c'est en plus totalement à côté de tout ce qui a été dit la saison dernière sur Galtier. C'est-à-dire, on fait des reproches à Galtier. Et aujourd'hui, et en plus de ça, on devient amnésique complètement. C'est-à-dire, on voulait de la rigueur et maintenant, c'en est trop. Enfin. Et qu'est-ce qu'il a apporté de plus que Galtier, etc. Attendez, juste une seconde. Tactiquement parlant, le mec, il essaie quand même des choses hyper innovantes depuis le début de la saison. Hier, donc le match contre la Real Sociedad, je resitue. Il fait jouer Dembélé dans une position très particulière, qui a quand même, pour moi, bien fonctionné. Ça permettrait à Nuno Mendes et à Hakimi d'être libres d'avoir une certaine liberté sur les côtés. Le retour de Nuno Mendes est une excellente nouvelle. Et qui aurait pu imaginer qu'il soit déjà titulaire en Ligue des Champions après son retour? Je trouve que là, pour le coup, peut-être que son staff a bien travaillé de faire entrer Nuno Mendes un petit peu, le faire démarrer, le faire sortir et ensuite, maintenant, le mettre titulaire. Ce joueur peut changer la face de l'équipe. Oui. Totalement. Personne ne s'attendait au début de saison, lorsqu'on imaginait l'équipe type du Paris Saint-Germain, que Barcola s'impose sur le côté gauche, ou joue titulaire un match de 8e de finale retour de Ligue des Champions. Fabian Ruiz, le cas Fabian Ruiz, tout le monde au début de la saison pensait que Ugarte allait être le numéro 6 titulaire indiscutable, ne jamais sortir du 11. Hier, c'est Fabian Ruiz qui démarre. Warren Zaïre-Emery, il joue pas le dernier match parce qu'il est un peu moins bien ces dernières semaines. Il est sur le banc, il le remet en Ligue des Champions. Écoute, moi, je trouve qu'il y a un certain équilibre en termes de titularisation. Les mecs sont concernés. Il y a des cadres. On voit qu'il y a des cadres et on voit qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus, on va dire, qui ont plus de minutes de temps de jeu. Mais le cas de Beraldo, il est intéressant. C'est-à-dire que malgré ce cadre-là, un joueur qui apporte de la qualité, qui a le bon état d'esprit, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas de minutes de temps de jeu. Et là où encore une fois, je pense, faut aussi prendre un peu de hauteur. Est-ce que pour l'instant, ces joueurs-là de l'effectif du PSG, Luis Enrique, on peut dire qu'il les a fait progresser? Alors peut-être pas pour tous, mais j'ai la sensation que pour certains, et évidemment, je pense à Barcola en premier, oui, évidemment, pour moi, il fait progresser ces joueurs. Donc, est-ce que c'était pas aussi du contrat? C'était aussi ce qui était demandé aussi à Luis Enrique. En peu de temps, il a réussi à le faire parce que faut pas oublier que le mec, il arrive l'été dernier, quoi. On a l'impression qu'il est là depuis hyper longtemps. Et en plus de ça, il y en a qui l'imaginent déjà dégagé pour profit de Thiago Motta, etc. Moi, j'adore Thiago Motta.
Mais en plus c'est trop tôt, c'est trop tôt pour Thiago Motta. Il faut le laisser encore grandir. Et je pense évidemment que le PSG dans 2-3 saisons, une fois qu'il aura pris un peu d'expérience en Ligue des Champions, il sera prêt pour. Mais là maintenant tout de suite. Laissons Enrique faire au moins un cycle, pas qu'une saison, un cycle. Là on change d'entraîneur assez souvent. On a un mec là qui a quand même des idées du football. Je pense qu'il sait ce qu'il veut. Maintenant, après. On parlait aussi souvent, au Paris Saint-Germain sous QSI, des statuts. Les statuts, intouchables, ce joueur-là est intouchable, etc. Aujourd'hui, concrètement, t'as Mbappé et Marquinhos qui restent dans cet héritage des statuts. Parce que sinon, les autres, ils sont quasiment tous des nouveaux. Il y a plus ça. Il y a plus cette histoire de statut. Donc, si l'année prochaine, on ne sait pas quel sera l'avenir de Marquinhos, Kipembe, c'est un mec qui est blessé, même si ça fait longtemps qu'il est au club. Je le mets pas dans le cadre des gens qui avaient un statut. Et il y a Mbappé qui est en partance. Donc, en fait, au final, on est vraiment là, pour le coup, vraiment, dans une régénérescence de l'effectif du Paris Saint-Germain comme il n'y en a jamais eu autant. Et quand il y a eu la régénérescence avec Messi, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, c'était ajouter des gens avec des statuts aux autres avec des statuts déjà. Là, on part sur autre chose. Et c'est pas plus mal. Moi, la seule chose que je veux, c'est dans l'idéal, qu'on puisse prendre des joueurs qui s'adaptent à cet état d'esprit-là, avec peut-être un peu plus de qualité sportive que ceux qu'on a recrutés l'été dernier. C'est là où je vais te rejoindre, et je pense que c'est là où l'axe de progression, on pourra le voir pour Luis Enrique sur cette fameuse progression des joueurs, du jeu, parce que là aussi il est attendu. Il suffit qu'ils disent au mois de décembre, on va mieux jouer, on jouera mieux au mois de février, et là forcément on a tous les observateurs qui sortent leur cahier, leur stylo en disant ah oui mais il nous avait dit qu'en février, d'accord. N'empêche que factuellement le PSG a fait grandir, parce que je sais pas si c'est accroître ou il a fait grandir son avance en Ligue des Champions, en championnat, qualifié en Coupe de France, et il s'est qualifié en quart de finale. Donc ok, peut-être que sur le jeu, et on va être d'accord là-dessus, c'est peut-être pas flamboyant et tout ce qu'on veut, peut-être. N'empêche que sur cette double confrontation en huitième de finale, ça a été maîtrisé quand même de bout en bout, hormis peut-être la première demi-heure du match au Parc. Vraiment, le PSG n'a jamais été en situation le dernier quart d'heure hier. Et le dernier quart d'heure, mais est-ce que ce dernier quart d'heure, vraiment, on peut le considérer comme important quand t'as déjà 4 buts d'avance? Bon, je suis d'accord. Il peut y avoir ce petit relâchement, t'as raison, faut le signaler, mais est-ce que c'est assez significatif? Je pense pas. L'objectif, encore une fois, c'était de passer ce tour sans trembler. Le PSG l'a réussi. Donc oui, il y a toute cette communication avec le problème Mbappé qui a été évidemment monté en épingle depuis quelques jours. Maintenant, on l'a dit, toi comme moi, on n'est pas forcément choqué par cette gestion-là de Mbappé. Maintenant, la vraie question, c'est, tu l'as sous-entendu tout à l'heure, le vrai problème, c'est avec les journalistes. Et vu que les journalistes ont encore du poids, et ça s'entend totalement en 2024, et ben évidemment, cette fameuse idée de Luis Enrique ne serait peut-être pas l'homme idéal, c'est aussi parce que, mine de rien, il se fout un peu de la gueule des journalistes. Faut être clair. Il se fout un peu de la gueule des journalistes en conf de presse et dans sa communication. Mais est-ce que sa mission première, c'est de servir la soupe aux journalistes ou de bien faire jouer son équipe et faire progresser ses joueurs? Évidemment, B, la réponse B. Mais honnêtement, moi, ça m'amuse un peu. Ça me fait penser à Thomas Tuchel, quoi, quand il s'énervait contre la presse ou quand il piquait ses certaines crises et que il y avait le Covid qui l'empêchait de travailler comme il voulait. Il vrillait totalement. C'était très sur la fin, Thomas, il va plus fort. Il y avait le burn-out qui était pas loin. C'était quelque chose. Et excuse-moi, la saison dernière, c'était hyper aseptisé. Le pauvre Christophe Galtier, il a dit char à voile, c'est monté jusqu'au président de la République. Enfin, voilà. Faut quand même. Et puis avec le robinet d'eau tiède de Pochettino pendant 1 an et demi, c'est vrai qu'on s'est quand même vachement ennuyé quand même. Je pense que Luis Enrique, quoi qu'on dise, je sens quand même qu'il est content d'être là. Oui, c'est-à-dire tu sens ce rapport chien et chat avec les journalistes, mais tu sens pas de le côté un peu saoulé ou un petit peu non, il est bien, il est dans son truc. Il est quand même content d'être avec ses joueurs, qu'il aime bien son groupe, qu'il a ses petites têtes, Barcola, on le voit bien. Mais clairement,
moi, ce coach, il reste 3-4 ans, il fait progresser un groupe, un noyau dur, il fait monter, mais avec grand plaisir. Regarde, Jürgen Klopp l'a fait, il est resté bien plus longtemps. Mais c'est-à-dire que les premiers cycles de Jürgen Klopp, c'était pas si évident que ça. Et finalement, ça a fonctionné. Donc, on a un mec, c'est Luis Enrique, putain, c'est pas n'importe qui dans le football européen. On a quand même mangé des coachs pas extraordinaires. Mauricio Pochettino, il avait pas envie d'être au club. Il rêvait de Manchester United et finalement il a atterri au club. Voilà, son agent l'a placé, soi-disant ancien du club, machin. Bon, très bien, je le respecte. Ça a jamais pris. Galtier, pour d'autres raisons, ça n'a jamais pris non plus. Remonter à Tourelle, où ça avait plutôt bien fonctionné avec le Final 8, etc., dans un contexte très particulier. Après, malheureusement, le début de saison suivante est totalement biaisé à cause du Covid et beaucoup de joueurs absents, etc. L'histoire de Ibiza, on va pas revenir dessus. Oui. Non, mais il y a eu des contextes. Mais t'as raison, Tourelle, c'était le dernier qui a symbolisé, on va dire, un peu un cycle. Un cycle. Exactement. Les autres n'ont pas eu le temps de faire un cycle. Moi, je voudrais un cycle, Luis Enrique. Un cycle de 2-3 saisons, au minimum. 3 saisons, voilà, pour voir qu'est-ce que ça donne. Et faire confiance aussi, j'aimerais qu'il ait plus son mot à dire sur le recrutement, parce que voilà, il a voulu Barcola, il a eu Barcola. Je suis très content qu'il fasse progresser Barcola. J'ai pas l'impression que Randal Colomoni, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était spécialement son choix. C'était son choix, et on le sent. C'est peut-être là la limite. Tu vois, c'est peut-être la limite que je peux concéder, on va dire encore une fois, hein, c'est Luis Enrique, c'est pas la réincarnation du meilleur entraîneur. Il a des défauts, et dans ces défauts-là, je pense que il y a peut-être ce côté où si il sent pas le joueur, où il ne sent pas véritablement le potentiel, ou en tout cas rentrer dans le schéma, il insiste pas tant que ça. J'ai la sensation, par exemple, avec un Colomoni, que c'est plus par défaut qu'il va l'aligner que vraiment de dire, bon, ok, on va tenter de trouver la bonne formule, tout ça. Maintenant, il ne tricard pas non plus. Non, mais après tout, moi, j'aimerais bien assister aux séances d'entraînement. Parce que si en réalité Colomoni, aux entraînements, il y a des limites. Le coach le voit, ses adjoints le voient. Écoute, coach, Randall, là, pas terrible, hein, ce qu'il donne à l'entraînement, c'est pas terrible. Dans les combinaisons, c'est pas terrible. Ils arrivent pas à se trouver avec Mbappé. C'est compliqué. Voilà, Barcola, il est plein de fougue, il est plein de jeunesse, il dribble, il machin, il apporte quelque chose sur son côté. Dembélé aussi. Enfin, si on réclame la fin des statuts et qu'au final, t'as un coach quand même qui chaque semaine fait des compositions peut-être en fonction de ce qu'il voit à l'entraînement et qui s'adapte aux adversaires et qui s'en fout des statuts et qui est capable de mettre Marquinhos sur le banc, est capable de mettre Mbappé, sortir Mbappé, est capable aussi, par exemple, excuse-moi, mais c'était pas si évident que ça, au vu à quel point il est devenu un des chouchous du public du Parc des Princes, bien qu'il soit très jeune, avec en plus la hype énorme qu'il y avait autour de lui médiatiquement, etc., avec ses premières convocations en équipe de France, de mettre Zaïre Emery de temps en temps sur le banc. Excuse-moi. Et c'était pas évident. Peut-être qu'un autre coach, il aurait dit, Zaïre Emery, tout le temps, Zaïre Emery, et puis voilà, parce que... il y a juste à voir l'année dernière avec Galtier, quand Zaïre Emery est rentré, après, il le faisait jouer, entre guillemets, un peu n'importe où. Alors, on pourrait dire aussi pareil pour Luis Enrique, il l'a tenté. Oui, mais il y a ce côté, malheureusement, en fait, on va toujours en arriver, c'est que Luis Enrique a pour lui ce fameux CV et ces fameux exploits, entre guillemets, qu'il a pour lui, où généralement il fait progresser les joueurs, que n'avait pas un Galtier. Donc derrière, quand tu vois ça, tu te dis, Galtier, il l'utilise parce que il a un talent et il faut absolument le mettre sur le terrain. L'autre, on va dire, plus généralement, va se dire, ok, je vais peut-être l'aligner là, peut-être dans la perspective ponctuelle d'un match, ou d'essayer de voir ce que ça peut me donner, ce que ça peut apporter, et encore une fois la sensation de faire progresser. Là, on sent encore une fois que Luis Enrique le fait, peut-être pas sur l'intégralité, comme on l'a dit, de tous les joueurs, et encore une fois il y a de la marge de progression et il y a des axes d'amélioration, mais je pense, pour terminer notre débat, on va être d'accord, pour l'instant le cycle Luis Enrique, c'est plutôt une réussite, même s'il y a des choses à revoir, mais c'est plutôt une réussite. Et dans le management, moi, je l'encourage à continuer dans cette façon de faire. Dans la façon dont il concerne l'effectif, dans la façon dont il utilise ses joueurs, dans la façon même où tu vois qu'il peut tester des charnières centrales avec deux gauchers comme il a fait hier, un truc un peu improbable, il le fait. L'autre côté,
Nuno Mendes, le retour a été bien géré, retour de blessure. J'attends de voir à la suite de la saison qu'est-ce qui va se passer. Kimpembe, Skriniar, est-ce que tu auras quelques matchs à la fin de la saison ou pas? Comment ça va se passer? On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise au tirage au sort le 15 mars de la Ligue des Champions. J'allais te poser la question pour terminer. C'est-à-dire que là, on va dire là, avec le plateau, alors que, est-ce que, bon, on l'a dit peut-être, les City, Inter, Real, c'est peut-être les trois à éviter avec le Bayern? On va plutôt être peut-être d'accord? Oui. Après, se confronter à ces équipes-là et sortir sans rougir et sans humiliation, il faudra sûrement affronter ces équipes. Si on poursuit une sorte de chance au tirage avec le gagnant de PSV Dortmund, après tout, qui refuserait d'avoir ce tirage au sort là? Je pense que toutes les équipes attendraient d'avoir le. Et attention, parce que t'as d'autres équipes, on va dire aussi d'un niveau global un peu dans le même chapeau. Napoli, Barça. Là, au moment où on parle, c'est pas non plus des mastodontes, donc le PSG pourrait largement avoir son mot à dire. Un Porto, Arsenal. Attention Arsenal, mais je suis d'accord. Après, il y a pour moi deux chapeaux, on va dire, dans ces quarts de finalistes. Il y a les équipes globalement qu'il faut éviter. Maintenant, j'entends bien, si le PSG les a en quart de finale, ça, perdre contre eux sans, on va dire, avec honneur, ça serait pas déshonorant. Mais de l'autre, il y a un coup à faire avec d'autres équipes qui sont abordables, et c'est pas tout le temps en quart de finale de Ligue des Champions. La première saison, autant de joueurs recrutés, autant de changements d'effectifs, plus Messi, plus Neymar, plus Verratti, tu vois, genre vraiment autant de changements, un petit jeune comme Verratti. Dit au tout début du débat, avec tout ce contexte-là, waouh. Ça serait fou. Déjà, ça serait fou. Et je vais ajouter juste un truc hyper important aussi, parce que dans la gestion du management, il y a la gestion du mental. C'est notre attirement dans son management. On aurait pu, peut-être, dans le contexte du Paris Saint-Germain de ces dernières saisons, avec toute la sauce médiatique qui peut prendre le tour, rentrer dans le cerveau des mecs et se dire, on va dans un stade bouillant en Espagne, on peut prendre un but dans le premier quart d'heure. Si on prend un but dans le premier quart d'heure, on sait pas ce qui se passe. On peut totalement se démobiliser, avoir une sorte de trou, comme il y a eu contre le Real Madrid où on a totalement disparu. Il y avait plus d'équipe, il y avait plus de structure, il y avait plus de mental, il y avait plus rien, on s'est effondré. Si on avait pris un but dans le premier quart d'heure hier, peut-être qu'il y aurait eu un scénario catastrophe. Et là, je trouve qu'on a abordé ce match avec une certaine sérénité. On a voulu jouer notre jeu. On a voulu avoir la possession. En première mi-temps, je crois que j'ai vu les XG de la Real Sociedad. C'est 0,03, je crois. Ouais, c'est rien. C'est nada. C'est la frappe de Kubo qui passe un peu loin et dans l'aroma truc. Donc c'est rien. Oui, ou limite, c'est le corner de Nuno Mendes, la tête de Nuno Mendes qui met en corner, qui fait leur plus grosse occasion. Donc autant dire même pas un tir. Donc rien. On est arrivé là-bas, on a posé notre jeu, on savait ce qu'on allait faire. En plus avec un schéma tactique un peu différent. En plus avec un Nuno Mendes titulaire qui n'est pas Lucas Hernandez quand il joue sur le côté, avec une charnière centrale inédite, et on arrive à se qualifier quand même. Je te dis la vérité. Je pense qu'il y a aussi un management mental, une confiance qu'il apporte à son groupe, une confiance aussi parce que on sait très bien, même des mecs pas si confirmés que ça, ils regardent le CV de l'entraîneur. Lui, il a gagné avec des champions. Lui, il a coaché Neymar. Lui, il a coaché Messi. Lui, il a coaché Suarez. Tous les petits jeunes qui sont dans l'effectif, ils étaient gamins, adolescents en 2015. Il y a presque 10 ans maintenant. Donc, ces mecs-là, ils ont vu ce Barcelone à la télévision. Ils étaient dans les centres de formation, ils étaient je sais pas où, mais ils ont vu ça. Et le Beraldo, il sait très bien à qui il a affaire. Luis Enrique, de 2014-2015, un immense Barcelone. Et tout le monde a ça en tête. Personne n'avait Galtier, l'OGC Nice ou Saint-Etienne. Pas du tout, loin de là. Même Laurent Blanc, ok, Coupe du Monde 98, etc. Mais personne n'avait son expérience à Bordeaux ou en équipe de France en tête lorsqu'il arrive dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Alors que c'est pas le cas de Luis Enrique aujourd'hui, comme c'est le cas de Carlo Ancelotti. Donc moi je dis bravo au niveau de la gestion mentale parce qu'on aurait pu s'effondrer. Je t'ai dit bravo. Écoute, il nous reste moins d'1 minute, donc écoute, je valide complètement ta théorie et vraiment mentalement, il les a fait progresser. Donc vraiment, je pense que c'était la meilleure fin qu'on puisse avoir. Donc merci. Merci voilà. Ça va s'arrêter. Donc n'hésitez pas à donner de nouveaux avis, gardez en tête surtout qu'on est ouvert toute l'année du côté du FC Copain. Ciao les copains. Ciao.
Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Je pense que le mec, il dépense 1 €, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guido, elle fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.